Bienvenue au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Alors, ce sont des archives de 2010. Nous sommes aujourd'hui en 2024, donc je vais me permettre de faire des petits allers-retours sur le temps. Le Père-Lachaise à Paris, un lieu de repos éternel pour de nombreuses personnalités célèbres et une véritable galerie d'art à ciel ouvert. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de quelques tombes emblématiques avec des photos d'archives de 2010, je le rappelle. Le mythique cimetière du Père-Lachaise a été créé en 1824. L'entrée principale, inaugurée en 1825, est ornée de sabliers ailés en médaillons, de flambeaux et de guirlandes de fleurs, et fermée par une lourde porte verte à 2 battants. 2 sentences bibliques latines y sont inscrites. Alors sur le pylône de gauche, vous pouvez voir Spes illorum immortalitate plena est, l'espérance est pleine d'immortalité, et sur le pylône de droite, qui credit in me essiam si mortuus fuerit vivet, celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Alors, il est dit que quand c'est fermé, vous pouvez voir une autre citation apparaître et ça se comprend un peu mieux. Bref, passons tout de suite à la première photo, famille Gassion-Piaf. Notre première halte est la tombe de la famille Piaf. C'est ici que repose la légendaire chanteuse Édith Piaf, connue pour ses chansons émouvantes comme La vie en rose. Piaf, surnommée la môme, il y a eu un film dessus, a captivé le monde entier avec sa voix unique et sa vie tumultueuse. Elle est embaumée avant d'être enterrée. Petit détail. Le fossoyeur a déposé des objets fétiches de la chanteuse à côté du cercueil. Un lapin en peluche, un béret de marin, une cravate de soie verte, une statuette de Sainte Thérèse de Lisieux, une épaulette de légionnaire et une carte postale de la chapelle de Milly-la-Forêt portant une dédicace de Jean Cocteau. Sa dépouille repose dans le caveau familial où se trouve également sa fille Marcelle, son père Louis Gassion et son second mari Théo Sarapo, tué dans un accident de voiture en 1970. Ensuite, nous arrivons à la tombe d'Oscar Wilde, division 89. Ce dramaturge, poète irlandais, célèbre pour ses œuvres brillantes et son esprit mordant. Une citation de Wilde, ici, dit « La vie imite l'art bien plus que l'art n'imite la vie ». Sa tombe, conçue par le sculpteur Jacob Epstein, est facilement reconnaissable par sa forme particulière et les nombreux baisers laissés par ses admirateurs. Après un enterrement de 6e classe et une inhumation au cimetière de Bagneux, ses restes sont transférés en 1909 au cimetière du Père-Lachaise. Son tombeau est surmonté d'un monument inspirant d'un taureau ailé assyrien dont le visage est celui du dramaturge, une allusion au poème Le Sphinx de Wilde. Une superstition serait d'embrasser la statue pour rencontrer l'amour. Est-ce que je l'ai embrassée ? Je ne vous dirai rien. En tout cas, en 2011, la statue a été refaite et est maintenant protégée. Donc vous ne la verrez plus jamais comme sur la photo. Ensuite, une tombe de femme endrapée tenant un enfant. Une sculpture. Les tombes avec des sculptures détaillées comme celle-ci témoignent de l'art funéraire exceptionnel qui est présent au Père-Lachaise. Je ne vais pas plus m'étendre sur celle-ci, mais c'est un exemple. Nous voici devant la tombe des célèbres acteurs Simone Signoret et Yves Montand. Ce couple mythique du cinéma français a marqué l'histoire du cinéma et du théâtre avec leur talent et leur charisme. Simone Signoret est inhumée ici en 85. Yves Montand, décédé 6 ans plus tard en novembre 91, est inhumé à ses côtés, bien qu'il se soit remarié entre-temps.
Alors, cette tombe en forme de coupole est surmontée d'un hibou, symbole de sagesse et de mystère. Les symboles et motifs sculptés sur les tombes ajoutent une dimension fascinante à l'exploration du cimetière. D'ailleurs, vous avez plusieurs façons de visiter ce cimetière avec des visites guidées qui peuvent être par thématique. Et les symboles, hibou, vampire, etc., sont vraiment omniprésents dans ce cimetière. Alors, passons à une tombe très connue, Allan Kardec, pseudonyme d'Hippolyte Léon Denisard Rivail, né en 1804, mort en 1869, pédagogue français, ce que j'ai trouvé. Bon, fondateur du spiritisme. Ah, ça nous donne un peu plus d'indications. Sa tombe est située dans la 4e division et a un monument en forme de dolmen, avec son buste en bronze sculpté par Paul Gabriel Capellaro au centre. La citation gravée, attention, vous êtes prêts? Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. Une philosophie spiritiste, très intéressant. Son épouse, Amélie Gabrielle Boudet, morte en 83, également inhumée ici. La tombe reste un lieu de recueillement et d'inspiration pour les médiums et les adeptes de divers courants spirituels. D'ailleurs, une explication aux nombreuses fleurs, puisque cette tombe est dans les plus fleuries du cimetière. Il y a une superstition, car on prêterait ces paroles à Allan Kardec. Après ma mort, si vous passez me voir, posez la main sur la nuque de la statue qui surplombera ma tombe. Puis, faites un vœu. Si vous êtes exaucé, revenez avec des fleurs. Alors, passons à une autre tombe très fleurie, celle d'Édith Leffel. Leffel, je ne sais pas comment ça se prononce. Les fleurs déposées par les visiteurs montrent combien cette personne était aimée et respectée. Inhumée en janvier 2003, Édith Leffel, célèbre chanteuse caribéenne, dispose d'une stèle depuis 2011, donc juste après mon passage. La tombe est souvent recouverte de fleurs, témoignant de l'affection continue de ses fans. Alors, dans la 45e division, une statue en bronze, cette tombe est ornée d'un buste représentant un homme souriant. Les tombes des artistes au Père-Lachaise sont souvent décorées de manière à refléter leur passion et leur talent. Cette tombe appartient à Joseph Olgado, dit Tiki. Du coup, j'ai fait un petit peu mes recherches. C'est un acteur, chanteur et musicien français, né en 1944 et décédé en 2004. N'hésitez pas à regarder parce qu'il a joué dans des films connus. La tombe de la famille Gazelle et Mingou est un autre exemple de sépulture familiale, témoignant de l'importance de la mémoire collective au sein des familles. Armand Gazelle, 1896-81, ambassadeur de France en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, repose ici. Alors, ici un piano bleu sur une tombe, un petit indice, avant de passer vraiment à la tombe du chanteur. Cette tombe unique est décorée d'un piano bleu avec de roses, un hommage émouvant à un musicien passionné. Devinez lequel? 1927-2001. Gilbert Bécaud. Oui, il s'agit bien de sa tombe, celle du célèbre chanteur français surnommé Monsieur 100 000 volts. Son énergie et son charisme ont laissé une marque indélébile dans le monde de la musique. Une autre tombe, celle de Marie Trintignant, talentueuse actrice française qui repose ici. Une annotation sur sa tombe exprime l'amour et le respect de son public. Merci Marie pour la femme et l'actrice que tu étais. Ton public ne t'oubliera jamais.
En 2003, la comédienne Marie Trintignant disparaît tragiquement à la suite des violences subies par son compagnon de l'époque, le chanteur de Noir Désir, Bertrand Cantat, s'il fallait le rappeler. Son père adoptif, Alain Corneau, est inhumé à ses côtés en 2010. Leur sépulture porte l'épitaphe suivante: Paix, paix, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas endormis, ils se sont réveillés du rêve de la vie. Une situation du poète Percy Shelley. Alors, voilà un exemple d'une sépulture, je dirais gothique, avec un toit en A, des pics latéraux. Ça ajoute vraiment une touche d'architecture un peu médiévale, un paysage particulier au cimetière. C'est vraiment un cimetière que j'aime beaucoup d'ailleurs. Si vous voulez financer, je veux bien partir dans un studio à côté du Père-Lachaise pendant 15 jours et le visiter. Un cimetière de 44 hectares. Je pense qu'il me faut bien 15 jours pour le visiter. Bref, passons à 2 tombes. Alors là, je suis obligée de m'arrêter un moment parce que c'est vraiment hyper intéressant. Les tombes de Jean de La Fontaine et de Molière sont situées côte à côte. La Fontaine, célèbre pour ses fables, et Molière, maître de la comédie française. Bien sûr, ils continuent d'influencer la littérature et le théâtre. Mais comment sont-ils arrivés ici alors que ils sont morts en 1695 et 1673? Et je vous ai dit que le cimetière avait été inauguré en 1804. Du coup, je me suis penchée un peu plus dessus. En 1817, pour rehausser le prestige de ce cimetière peu fréquenté, on décide de transférer les corps de Molière et de La Fontaine au Père-Lachaise. Un coup de com' si vous préférez. Molière n'a pas eu droit à une sépulture religieuse à sa mort, puisqu'il était comédien. Il a été enterré de nuit, sans cérémonie, au cimetière Saint-Joseph, selon la légende. Sur sa pierre tombale, aucune inscription n'a été gravée, mais dans le registre des enterrements, il a été inscrit comme Jean-Baptiste Poquelin, tapissier. Ça, c'est le titre officiel à la cour du roi. La Fontaine, lui, est décédé en 1695 de la tuberculose. Il a été enterré au cimetière des Innocents, près de sa paroisse Saint-Eustache. Cependant, une trentaine d'années plus tard, un abbé a affirmé que le fabulis reposait près de Molière au cimetière Saint-Joseph. L'erreur a conduit à l'exhumation de leurs restes présumés en 1792, en pleine Révolution, pour les transférer au musée des monuments français. Et quand ce même musée a fermé en 1816, c'était l'occasion idéale pour le cimetière du Père-Lachaise de se parer de ces 2 grands noms. Cependant, les recherches récentes montrent que La Fontaine a bien été enterré au cimetière des Innocents, ce qui signifie qu'il n'a jamais reposé près de Molière et que ses restes ne se trouvent probablement pas au Père-Lachaise, mais quelque part dans les catacombes de Paris. Quant à Molière, il est possible qu'il y ait eu 2 sépultures, une officielle près de la croix centrale du cimetière Saint-Joseph, vous voyez comme c'est précis, pour répondre à la demande de Louis XIV, et une autre plus officieuse dans une partie réservée aux suicidés et aux morts-nés, puisqu'ils n'avaient pas le droit d'être dans le cimetière. Il aurait ensuite disparu avec le cimetière Saint-Joseph et ses restes se trouveraient probablement également aux catacombes. Bon bah du coup, on va dire qu'ils sont à côté, mais pas forcément au Père-Lachaise. Famille Parmentier. Oui, j'ai été obligée de prendre la photo puisque dans la famille Parmentier, il y a des pommes de terre sur la tombe. Je me suis dit qu'il fallait que je cherche. Elle est
souvent orné de pommes de terre en hommage à Antoine Parmentier. C'est un pharmacien, agronome, nutritionniste français, né en 1737 et mort en 1813. Il est célèbre pour avoir popularisé la consommation de la pomme de terre en France. Il a aussi été un pionnier de la chimie alimentaire et de l'agrobiologie. Parmentier est inhumé ici dans le caveau familial, sa tombe étant régulièrement entretenue par des sociétés de pharmaciens. Jusqu'au début du XXe siècle, un potager de pommes de terre fleurissait autour de sa sépulture pour honorer sa mémoire. Sépulture de la famille Bode. Voici la chapelle de la famille Bode, un des monuments les plus remarquables du cimetière. Édouard Gustave Bode arriva à Paris en 1816 avec une immense fortune héritée de vastes plantations à Déméraha, a fait ériger cette chapelle en 1821, après avoir perdu ses 2 enfants en bas âge. Jean-Émile Maximilien Bode et sa sœur Mathilde Amélie Aveline Bode reposent ici. Les architectes Ferré et Santi ont collaboré pour la construction avec des ornements incrustés par Monsieur Plantard. Ce monument, avec sa forme circulaire unique, témoigne du chagrin et de l'amour éternel d'un père pour ses enfants. Alors, photo de l'entrée du caveau avec 2 colonnes carrées. Ça m'a un petit peu laissé perplexe cette construction. Je me suis dit qu'il fallait que je la prenne en photo. Encore une preuve de l'importance de l'architecture funéraire au Père-Lachaise. Ici, un caveau ouvert surmonté d'un hibou en bronze aux ailes déployées témoigne de la force symbolique et artistique de certaines sépultures ici, comme je vous le disais, le hibou, un symbole à voir. Ici, une double tombe avec sarcophage et amphore dessinée. Cette double tombe avec un sarcophage et une amphore ainsi qu'un médaillon représentant un homme illustre l'importance des symboles et des portraits dans l'art funéraire. Je ne vais pas m'attarder sur chaque tombe, sinon on n'a pas fini cette vidéo. Ici, je voulais vous montrer une photo en plan large du cimetière avec une colonne cassée et une obélisque. Encore des symboles, vous allez me dire, oui. Le Père-Lachaise est aussi connu pour son cadre verdoyant, où la nature et l'art funéraire coexistent harmonieusement, comme en témoigne cette colonne cassée et cet obélisque. Certaines parties du cimetière ont un aspect plus sauvage, avec des tombes cassées et envahies par la végétation, ajoutant une touche de mystère. Nous voici devant une tombe de forme pyramidale que je pense être celle de la famille Cordier. Daniel Cordier, 1920-2020, l'avant-dernier compagnon de la Libération, il reposerait aujourd'hui auprès de sa mère Jeanne Cordier, décédée en 1968, et de son beau-père Charles Cordier, décédé en 1976. Voilà la tombe de Jacques-Nicolas Gaubert, 1760-1808. Ce cardiotaphe, situé dans la 37e division, chemin Masséna, est orné d'une statue équestre, œuvre du célèbre sculpteur David d'Angers. Un cardiotaphe ou carditaphe, on est là aussi pour apprendre, et je trouvais ça hyper intéressant de vous le livrer à ce moment-ci. C'est un monument funéraire destiné à recueillir le cœur d'un défunt de haut rang. Ça m'a fait un petit peu penser à l'Égypte ancienne où on mettait chaque organe dans des urnes différentes pour accompagner le défunt. Et là, on parle du cœur. Le fait qu'il y ait un cardiotaphe, cette distinction, souligne l'importance et le respect accordé à Jacques-Nicolas Gaubert, un général notable de l'Empire. L'homme sous le cheval serait-il un esclave ? Je n'ai rien trouvé sur ce fait, mais
vu qu'il était dans une riche famille. Peut-être, je ne saurais vous dire. Voilà une allée caractéristique du Père-Lachaise, bordée de tombes et de caveaux, invitant à la contemplation et à la découverte, au repos. Ici repose donc Elisabeth Demidov, née baronne de Stroganov, décédée le 8 avril 1818, et c'est une de mes tombes préférées. Vous allez comprendre pourquoi. Son mausolée gigantesque, somptueux, accessible par de larges escaliers en pierre, est situé dans la 19e division du cimetière du Père-Lachaise. Une légende entoure la princesse russe Elisabeth Demidov. Décrite comme une grande dame moscovite immensément riche, elle aurait demandé dans un journal boulevardier à être veillée sans interruption pendant 365 jours et nuits après sa mort, en échange d'une fortune considérable. Son monument funéraire comprend une colonne surmontée d'un dôme polychrome et une chapelle dallée de marbre précieux abritant son cercueil en cristal de roche. Si je suis honnête avec vous, je pense que c'est pour cette tombe que mon livre « Le sang par le sang » qui parle de vampires contient en personnage principal une certaine Elisabeth. Ensuite, famille Matheron et famille Charlemagne. Alors, je vous avoue, j'ai pris la photo parce qu'il était marqué Charlemagne. Mais du coup, j'ai voulu faire un petit peu plus de recherche. Initialement, le tombeau de Thiers et de son épouse Élise d'Osne. Cette chapelle néoclassique aurait été édifiée après le décès d'Alexis d'Osne, le beau-père de Thiers, attribué à Louis Visconti en 1887, connu pour ses réalisations majeures comme le tombeau de Napoléon aux Invalides. Ce premier tombeau de Thiers, à la 30e division, première ligne, est aujourd'hui associé aux familles Matheron et Charlemagne. Le général Charles-Antoine Charlemagne, 1819-1896, neveu de Madame Thiers, y repose également. Il a présidé les funérailles de Thiers en 1877. Malgré sa proximité avec le mur des Fédérés, lieu marqué par les événements de la Commune, est devenu un lieu de pèlerinage. Ce tombeau demeure un témoignage historique et architectural significatif du cimetière du Père-Lachaise. Une autre tombe très connue, Jim Morrison. La tombe de Jim Morrison, célèbre chanteur du groupe The Doors, est l'une des plus visitées du cimetière du Père-Lachaise. Morrison, mort à l'âge de 27 ans, en 1971, fait partie du Tragic Club des 27, un groupe d'artistes décédés à cet âge précoce. Alors, en petite anecdote, je vous raconterai celle de Patricia Kenneally, journaliste new-yorkaise, qui a joué un rôle qui est assez significatif après la mort de Morrison, connue pour son mariage avec lui. Lors d'une cérémonie wiccan, elle fut profondément bouleversée par sa disparition. Et en juillet 1971, quand elle se rend sur sa tombe pour se recueillir, elle est déconcertée par la simplicité de la tombe originale, marquée Douglas Morrison James, artiste-chanteur. Bon, si j'ai tout compris, ça serait né d'une brouille entre son père qui aurait dénoncé le démon pour aller vite. Et de ce fait, elle ajouta de sa propre main Jim au-dessus de James et poète après chanteur, complétant les dates de naissance et de décès de Jim Morrison. Elle orna également la tombe de fleurs et de coquilles Saint-Jacques, ce qui sert aujourd'hui de cendrier improvisé pour les nombreux fans qui viennent se recueillir. Ce geste symbolique a contribué à perpétuer le culte autour de Jim Morrison et de sa tombe au Père-Lachaise. La tombe de Casimir Perier,
Banquier et homme politique libéral, se distingue par une statue en bronze de 2,90 m. Périer, opposé à Charles X et président du Conseil en 1831, est décédé du choléra en 1832. Alors ici, une sépulture qui était malheureusement en travaux, mais qu'il faut absolument aller voir, la sépulture d'Abélard et Héloïse. Le monument funéraire d'Héloïse et Abélard, situé dans la 7e division du cimetière, est l'un des plus remarquables du lieu. Héloïse et Abélard sont célèbres pour leur histoire d'amour tragique du XIIe siècle. Pierre Abélard était un philosophe et théologien renommé, tandis qu'Héloïse était une érudite et sa brillante élève. Leur relation passionnée et interdite, suivie de la castration d'Abélard et de leur séparation forcée, est l'une des plus célèbres de l'histoire médiévale. Leur correspondance épistolaire, marquée par une profonde réflexion philosophique et théologique, continue de fasciner les lecteurs et les historiens. Petite histoire sur les cendres, ils ont été déplacés plusieurs fois, du prieuré Saint-Marcel en 1142 à l'abbaye du Paraclet 1142 jusqu'en 1792, puis à l'église Saint-Laurent de Nogent-sur-Seine, donc jusqu'en 1800, puis au musée des monuments français à Paris 1817, et si vous avez suivi, vous savez que ça a été fermé, et donc ils sont arrivés au Père-Lachaise en 1817. Selon une légende romantique, lorsqu'Héloïse fut enterrée près d'Abélard, les bras du cadavre d'Abélard se seraient dépliés pour l'accueillir. En réalité, il repose dans des cercueils séparés. Mais c'est toujours une tombe très sollicitée par les amoureux. Alors, une plaque mystérieuse. On voit un lien avec la Colombie, ce qui donne une dimension vraiment internationale au cimetière. On l'a vu avec de nombreuses personnes du monde entier qui sont enterrées ici. Ici, une stèle particulière. Cette stèle ressemblant à un totem montre un homme semblant manger sa main, un exemple d'art funéraire inhabituel, intriguant. En faisant mes recherches, j'ai trouvé que c'était la tombe Maya de Miguel Ángel Asturias. Je n'ai pas fait plus d'amples recherches. Ici, un caveau austère marqué par 2 colonnes et un médaillon représentant un homme à moustache reflète une sobriété élégante. Ensuite, une tombe plus connue, la tombe de Pierre Desproges. La tombe de l'humoriste Pierre Desproges, un simple carré vert entouré de barrières, est un hommage discret à un homme qui a marqué l'humour français. D'ailleurs, je vous conseille le manuel de savoir-vivre à l'usage des rustres et des malpolis, que j'ai toujours apprécié de relire, même si je n'espère pas rentrer dans la catégorie des rustres et des malpolis. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai lu, mais de rumeurs, j'ai déjà entendu que c'était un homme politique. Alors, est-ce que c'est Jacques Chirac qui lui aurait offert cette tombe parce qu'il n'avait plus d'argent à la fin de sa vie? Je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu. Ensuite, la tombe d'Yvan Goll, auteur et traducteur, qui porte une citation poétique. « Je n'aurais pas duré plus que l'écume aux lèvres de la vague sur le sable, né sous aucune étoile, un soir sans lune, mon nom ne fut qu'un sanglot périssable. Si j'y, Jean sans terre. » Il me paraissait important de prendre cette citation en photo. La tombe de Frédéric Chopin, célèbre compositeur et pianiste, repose ici. Sa tombe, ornée de son médaillon et d'une sculpture de femme, est un lieu de recueillement pour les amateurs de musique. La statue, œuvre d'Auguste Clésinger, le gendre de George Sand,
avec qui il a eu une liaison. Frédéric Chopin avait une santé fragile et George Sand l'appelait alors « mon cher malade », puis « mon cher cadavre ». Il est d'ailleurs mort très jeune puisqu'il est né en 1810 et mort en 1849 à 39 ans. La tombe de Mano Solo. Emmanuel Cabu, dit Mano Solo, repose ici. Sa tombe, décorée de tickets de métro et de la notation enfin seule, reflète son esprit rebelle et créatif. Alors de ce que j'ai compris, son père a été enterré quelques années plus tard, mais pas avec lui. Avec l'annotation que j'ai pris comme logo pour cette chaîne YouTube, enfin seul. Tombe de la famille Vibert sans la ville. On voit la nature qui reprend le dessus. Cette sépulture de Jean-Jacques Vibert, 1840-1902, et de Marie Sans-la-Ville, 1847-1930, qui était première danseuse de l'Opéra de Paris. La sculpture de Jean-Georges Vibert, artiste peintre et officier de la Légion d'honneur, ornée de sculptures cachées par la végétation, ajoutant un mystère à sa mémoire. Sépulture de Thomas Couture, peintre d'histoire, qui repose ici. Sa sépulture ornée de son buste en bronze et de deux angelots célèbrent son talent artistique. 1815-1879. Il a été l'auteur des Romains de la Décadence au musée d'Orsay, si mes sources sont bonnes. En raison d'un vol, les deux génies que vous pouvez voir sur cette photo, réalisés par Louis-Ernest Barriat, sont manquants depuis, malheureusement. Monument aux morts par Albert Bartholomé. Ce monument imposant, avec ses sculptures et son escalier, ajoute une dimension grandiose et architecturale. Inaugurée en 1899, elle a été restaurée en 2009, juste avant mon passage. Donc, je crois qu'il y aurait beaucoup à dire, ne serait-ce que sur ce couple qui entre dans le caveau. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, mais je pense que je peux faire une vidéo courte rien que sur cette sculpture. Alfred de Musset, je pense que c'est l'époque où j'ai lu « On ne badine pas avec l'amour ». Donc, il fallait que je la prenne en photo. Alfred de Musset, poète romantique, est honoré ici avec un buste. Sa sépulture est un hommage à sa contribution à la littérature française. Il repose sous un saule, selon sa dernière volonté, auprès de sa sœur Hermine et ses parents. Au-dessous du buste, une branche de laurier, une lyre, une palme et une plume. Sur la face avant, on peut lire par exemple un de ses poèmes. On peut lire « Mes chers amis, quand je mourrai, plantez un saule au cimetière. J'aime son feuillage éploré. La pâleur m'en est douce et chère, et son ombre sera légère à la terre où je dormirai. » Cette sépulture haute, ornée de médaillons et de nombreuses décorations, reflète le soin apporté à la mémoire des défunts. Le caveau de la famille Hallé, Claparède, avec sa croix découpée dans le métal de la porte, est un exemple de la diversité des stèles funéraires présents ici. La tombe de la famille Mouton, ornée de pics et de noms sculptés, recouvert de mousse, montre comment le temps laisse sa marque sur ces monuments. François Arago, célèbre scientifique et homme politique, repose ici. Sa tombe surmontée d'un buste et d'un obélisque honore son influence et ses contributions. Il voulait mesurer la vitesse de la lumière venant des étoiles. Un obélisque, encore un symbole. Et pour finir, Colette, l'écrivaine célèbre, repose ici. Sa sépulture avec l'inscription Colette 1873-1954 rappelle son impact durable sur la littérature française.
stèle noire portant l'inscription « Ici repose Colette ». Au dos, on y découvre l'état civil et ses différentes distinctions. La légende prétend que la tombe est fleurie par les chats du cimetière. Elle repose avec sa fille. Merci d'avoir rejoint cette visite au cimetière du Père-Lachaise. Chaque tombe raconte une histoire, un morceau d'histoire que nous sommes honorés de partager. Merci de me dire si vous voulez que je continue, peut-être sur des films plutôt que sur des archives photos, ou bien les deux, on peut tout faire. N'hésitez pas non plus à mettre un petit message, ça me fera toujours plaisir, je réponds à tous les messages. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle exploration.